Voilà, dans cette deuxième partie, il sera question du football togolais qui vient de connaître une période compliquée avec des incidents dans les stades. Nous irons également au Mali, vous le savez. Donc le comité de normalisation a été prolongé pour 6 mois supplémentaires. Nous verrons quelles sont les incidences justement sur la FEMAFOOT. Nos invités, il y a Tidiani Mbo, qui est journaliste malien, jeune journaliste malien. Ça vous dure Toujours, l'actualité à l'image de ce que vous avez évoqué ne s'arrête jamais. Ouais, exactement. Il faut non seulement la passion, mais c'est un travail très intéressant. Il y a un consultant sportif qui est avec nous, c'est Souleymane Akindele. Oui. Oui, ça va, vous suivez de pro sur le foot béninois de très près. Hein. Oui, je vous posais une question sur le Bénin tout à l'heure. Et puis Noureddine Sali qui est avec nous, Noureddine qui est toujours présent. Donc chaque fois qu'on appelle, c'est vraiment sympa. Et tout de suite, nos internautes. Et quel sera, selon vous, le carré-d'as de la prochaine CAN en Égypte 2019? Vous avez peut-être déjà une idée. Eh bien, faites savoir quels sont vos pronostics sur Facebook Africa 24 TV ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Le dossier de cette émission, mais avant le dossier, une question à Souleymane. Comment se porte le football béninois? Et apparemment, il y a un championnat féminin qui vient de démarrer. Oui, écoutez, le football béninois se porte bien. C'est vrai qu'elle a traversé pendant 2 décennies ou plus une crise. Et aujourd'hui, il y a eu une volonté politique qui a demandé aux protagonistes de s'asseoir autour d'une table et pour pouvoir aller à l'Assemblée générale pour élire un président au nom de M. De Chacus Mathurin. Et aujourd'hui, il est en train de mettre en place le chantier pour pouvoir conduire le Bénin à la CAN et voire au mondial. Et vous parlez du football féminin aussi, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, nous voyons partout en Europe, le football féminin se développe. Donc il est temps qu'en Afrique aussi, on prenne au sérieux ce sport du côté féminin. Une dernière question, est-ce que les anciens prennent une part active au sein du développement et de l'évolution de ce football béninois? Alors, quand vous dites les anciens, pas tellement, à part que il y avait eu un ancien qui avait été nommé sélectionneur, le capitaine Oma Chomogo, qui avait été nommé sélectionneur. Mais bon, les anciens, je pense qu'il va falloir faire appel aux anciens pour pouvoir, et je crois que M. De Chacus Mathurin pense à cela, ça fait partie de son programme. Merci Souleymane. Le dossier de ce magazine. Et justement, le Togo qui vient de traverser une crise au sein de son football, plusieurs incidents se sont déroulés dans les stades, des sanctions sont tombées, faisons le point avec la rédaction et c'est signé Ange Bijou Nomenio. Reprise du championnat de football de première division au Togo. Après une courte interruption due à des échauffourées entre supporters de 2 clubs, notamment Odalou et Ifodje, la Fédération togolaise de football avait décidé d'une pause afin d'apaiser les tensions et situer les responsabilités. À la reprise, lors de la 18e journée, Maranatha de Fiokpo a fait une belle opération en s'imposant 2-1 contre Fouadan de Dapaon. Le dynamique togolais de son côté a pu venir à bout de l'AS OTR, 1-0, ce qui lui permet de prendre la tête du championnat. Et enfin, pour finir, bonne nouvelle pour les clubs Ifodje et Agoua qui rejoignent finalement la première division. Et puis justement un petit mot sur le championnat avec les résultats de la 19e journée. Sachez bien que Maranatha a battu Kara 1-0, Dynamique Togolais Bikenti 1-0, Asco Gomido 0-0, victoire des Anges face au TR 1-0, même score pour Sarah Sport face à Fouad 1-0, Korodi AS Togo Port 2-1 et défaite de l'équipe de Boloé sous face à AC Semassi sur le score de 3-2. Alors à propos de ces incidents, justement, et puis le classement, je ne vous ai pas fait voir le classement, je ne l'ai pas commenté, tiens, Dynamo Togolais est en tête devant Maranatha Fiokpo, 3e Sarah Sport, 4e Gomido et 5e Kara, et puis à la dernière place Fouadan FC de Dapagon. Noureddine, je vais m'adresser à vous en premier parce qu'il y a beaucoup d'incidents. On m'a adressé une vidéo, par exemple, au Maroc, on a vu un car qui était caillassé. Pourquoi tous ces problèmes existent plus chez nous qu'ailleurs?
plus souvent chez nous. José, pour parler je pense que c'est un phénomène qui est très spécial, surtout je le parle de l'analyse part du côté de l'Afrique. On ne compare pas la violence européenne à notre violence. Je pense qu'il est l'image de la violence qui secoue nos sociétés d'abord. C'est un problème sociétal avant que ça soit sportif. Je pense que aussi... Et comment peut-on l'arrêter, en endiguer? Oui, c'est ça. Le problème, c'est la délinquance. Cette violence, il est de plus en plus juvénile. Des jeunes, très jeunes, l'accès au stade aux jeunes, les portiques métalliques, la vraie politique d'éradiquer cette violence de nos stades, la sensibilisation. Je pense que le problème de Tanger au Cap, tu as parlé du Maroc, d'une ville qui est très chère à mon cœur, où l'inauguration du stade a été le jour de saccage de ce stade-là, du bout en bout. Même le gazon, on l'a arraché. Donc c'est une violence qui est quand même incompréhensible. Parfois, quand tu vois la violence entre les fractions d'un club ou bien des supporters, là, on commence à trouver des excuses ou bien des causes à effet. Mais parfois, une violence qui est vraiment aveugle, qui secoue nos stades, je parle de toute l'Afrique en général, je pense que même les sociologues doivent se pencher sur la chose pour trouver des remèdes. Parce que l'accès au stade, d'abord, il n'est pas similaire à celui en Europe. Je pense que c'est un moyen de s'ouvrir, c'est un moyen d'expression. Je pense que les gradins sont devenus pratiquement des théâtres d'expression. Quand on voit cette délinquance ou bien cette violence qui secoue nos sociétés au quotidien, il est multiplié par 1000 ou par 2000 ou par 3000 sur les gradins. Donc ça donne encore un nouveau souffle. Donc c'est là-dessus que toutes les fédérations, les ministères de tutelle et les ministères de l'Intérieur doivent s'asseoir autour d'une table pour trouver une remède à ce problème-là. Sidi Agnès, est-ce que vous avez fait des sujets déjà sur les violences dans les stades, surtout sur le continent africain? Je ne dis pas qu'il y a plus, attention, parce qu'en Amérique du Sud, dans les Amériques, il y a aussi beaucoup de problèmes, même en Europe aussi. Hein. Oui, bien sûr. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques mois, on avait eu cet exemple très médiatique de cette finale Boca Juniors River Plate reportée et même délocalisée suite à des violences qui avaient eu lieu. Le match avait été délocalisé jusqu'à Madrid. On n'avait même pas pris le risque de le tenir en Argentine. Donc, tout en bien sûr n'omettant pas les problèmes qu'on peut rencontrer sur le continent africain, il faut évidemment ne pas imaginer que c'est un problème qui ne concerne que l'Afrique. Cependant, et là, Noureddine a tout à fait raison, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les tribunes, et c'est le cas pour le coup dans tous les continents, sont devenus des théâtres d'expression sociale. Le football et le sport sont des caisses de résonance très importantes pour le peuple, parce que peut-être que politiquement, il n'a plus les solutions, il n'a plus les porte-voix nécessaires qui lui permettent d'avoir cette expression. C'est un peu comme les hooligans du Paris Saint-Germain. Moi je pense que, en fait, si vous prenez même par exemple, là on a une CAN qui est organisée de nouveau en Égypte, mais en 2012, si je ne dis pas de bêtises, il y avait le drame de Port Saïd, où là c'était peut-être des centaines de morts. Quand on en arrive là, ça veut dire... La CAN en Égypte vous fait peur? Oui, exactement. Souleymane, on ne vous a pas beaucoup entendu. Je reviens vers vous. Moi, revenant sur ce sujet, Noureddine a fait une très belle analyse. Moi, ce que je vois, il faut non seulement sanctionner et éduquer nos jeunes, parce que vous parliez tout à l'heure des hooligans. Non, ces incidents, c'est pas une organisation, c'est spontané suite à une colère, donc il faut sanctionner durement et éduquer les jeunes à ne pas faire de la violence. Maintenant, s'agissant de l'Égypte, oui, moi j'ai peur, il faut le dire, parce que quand je revois les images en 2006 de Port Saïd, de cette CAN, c'est effrayant. Non, pour Port Saïd, c'était la dernière CAN qui avait été organisée en Égypte, avec cette finale contre la Côte d'Ivoire. Il faut expliquer quand même le contexte. À l'époque, c'était un contexte politique. Oui, la transition politique qui a joué beaucoup aux yeux. Je pense qu'il y avait instabilité politique en Égypte. Je pense que c'était un fait qui a quand même fait un tremblement de terre sur le monde du football en Afrique, cette tragédie de Porcé. Je pense, toute raison gardée, il faut rester optimiste, je pense que les Égyptiens peuvent cerner quand même un événement comme la Coupe d'Afrique, parce qu'en 2006, ils avaient déjà abrité la Coupe d'Afrique. Mais on n'est pas à l'abri, parce que c'est des mouvements incontrôlables. Oui, alors, Noureddine, le fait aussi qu'ils aient réservé 2 stades au Caire, c'est peut-être aussi une bonne chose. Sous les 6, il n'y aura que 4 stades à l'extérieur que vous organisez. C'est une
bonne chose. C'est ça. C'est pas que ça soit centralisé. Je pense que le phénomène, il est double parce que je pense qu'on est en train de parler de la violence autour des stades, mais en Égypte, il y a ce phénomène qu'on est en train d'évoquer, mais il y a l'instabilité politique et tout ce qui concerne les attentats et la sécurité en général du pays. Si ça se passe mal en Algérie, si ça se passe mal en Algérie, ça peut provoquer des heurts dans d'autres pays. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, ce qui se passe en Algérie, c'est à saluer. Il n'y a aucune violence. Ce mouvement a secoué, pour faire une parenthèse politique dans ce qui se passe en Algérie, il est en train de chambouler pratiquement le monde. Quand on voit le monde arabo-musulman et la violence qui agit avec le soulèvement, l'Algérie est en train de montrer l'exemple au monde entier. Et avec là encore la donnée sociale et la donnée sportive qui sont imbriquées, parce qu'on a vu ces images des foules de manifestants qui se servent de champs de football pour exprimer leur contestation. Donc voilà, en Afrique peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, excepté effectivement en Amérique du Sud, on a cette passion parfois excessive qui envahit les gens quand il s'agit de sport. Et pour en revenir au sujet de base qui est donc ce problème de violence au Togo, il doit y avoir une réponse conjointe à la fois des fédérations qui doivent se montrer fermes dans les sanctions qu'ils vont adresser, mais les pouvoirs publics ne doivent pas se décharger également de leur part de responsabilité. Parce que ce qui se passe dans un stade, et quand on en arrive à des agressions d'officiels, quand on en arrive à des équipes visiteuses qui ne peuvent pas avoir une sécurité qui est assurée, là je pense qu'il faut que la prise en main soit pas seulement de la part des instances sportives, mais également des pouvoirs publics à ce niveau-là. Alors Tijani, Souleymane, juste parlant des sanctions, plusieurs clubs ont été sanctionnés. Il y a Bibi Kensi de Bassar qui doit payer une amende 2 millions de francs CFA suite aux incidents lors du match contre Gomido de Palim à Kaboul. Le club est en outre interdit de jouer à domicile pendant 2 ans et un blâme a été prononcé contre les responsables du club. À noter également que le stade de Fouadan de Dapaong a été suspendu pour une année et le club écope de 500 000 francs CFA pour jet de projectiles, agression sur des officiels et envahissement de terrain lors de la réception d'Arabia FC le 10 février dernier. Et Kotoko de la vie écope d'une amende de 300 000 francs CFA et d'une interdiction d'accueillir les matchs à domicile pour une durée de 6 mois. Souleymane, on vous écoute avant de partir à Bamako. Oui, moi je suis d'accord pour ces sanctions et ne pas oublier que l'interruption du championnat va agacer Claude Leroy parce qu'ils ont une échéance bientôt au Bénin et s'ils se qualifient, il va falloir travailler et superviser ce championnat pour sélectionner des joueurs. Donc ça ne sert pas le Togo de faire ces violences-là sur le terrain. Merci Souleymane. Le Mali, et nous partons à Bamako, retrouver Mokhtar Bari. Mokhtar, donc bien entendu, le comité de normalisation qui a été prolongé. Alors, toutes vos explications dans ce sujet. En crise depuis janvier 2015, les dirigeants du football malien qui s'opposent dans cet imbroglio ainsi que le comité de normalisation étaient au siège de la FIFA pour aplanir les divergences. Les discussions ont porté sur l'application de l'article 15 qui exige un retour sur la situation de janvier 2015 avec les 16 clubs de première division de l'époque. Ce jour, nous avons une partie des acteurs qui n'a pas jugé nécessaire de venir à cet échange sur ce dossier. Et finalement, à l'impossible, nous l'avons tenu, il fallait décider et nous, on a dit, nous ne pouvons être collés donc qu'à la sentence. Si des divergences sont apparues au niveau des clubs autorisés à voter lors de l'Assemblée générale élective, un consensus a été trouvé pour la reprise prochaine du championnat avec tous les 23 clubs concernés, histoire de sauver la saison. Quand on est allé, il y a quand même pu avoir un acquis, et je vais dire un acquis entre guillemets, parce que les acteurs finalement, ils ont tous accepté de jouer avec 23 équipes. De nombreux observateurs espèrent que la FIFA sera ferme à l'encontre de ceux qui entravent le dénouement de cette crise qui dure depuis 4 ans. Il faudrait que la FIFA prenne des décisions qui s'imposent, même si cela doit en tout cas coûter, n'est-ce pas, à certains leur poste ou même leur participation purement et simplement au football malien. Si on peut leur mettre à l'écart et avancer, il faudra qu'on le fasse parce que avant tout, il faudra qu'on joue. En rappel, le comité de normalisation a été mis en place le 9 janvier 2018 avec pour mission de permettre la mise en place d'un nouveau bureau exécutif à la fédération.
Tidjani, vous qui êtes malien, vous deviez avoir le cœur serré de voir qu'il y a 23 clubs qui attendent la reprise du championnat qui ne se fait pas au Mali. Moi, ce qui me chagrine, c'est surtout quand j'entends et que je constate que la situation est enlisée depuis maintenant 2015. Rendez-vous compte, on est en 2019 et entre-temps, on a quand même une sélection qui a envoyé des signes très positifs avec une qualification là pour la Coupe d'Afrique, également une Coupe d'Afrique des U20 remportée. Et moi, en fait, ce que je trouve très dommage, c'est qu'à un moment donné, les gens ne se battent pas tous dans l'intérêt du football malien tous ensemble, qui serait de faire que ce terreau dont nous avons l'exposition avec sportivement des belles promesses, eh ben, nous n'ayons pas la capacité de pouvoir les structurer pour continuer à faire monter en puissance le football malien sur le continent. Rendez-vous compte, c'est le Mali qui a quand même fourni tant de bons joueurs, de Seydou Keita à Frédéric Kanouté à Salif Keita, et qui n'a toujours pas remporté une Coupe d'Afrique, malgré ce réservoir de joueurs tant important. Donc à un moment donné, 16 équipes, 20 équipes, 23 équipes, je veux dire, le problème n'est même plus là. Il faut que chacun mette de l'eau dans son vin et puis qu'on revienne à une situation apaisée, parce que là, c'est dans l'intérêt du football malien que de trouver un consensus. Et là, on en est très loin, puisque le comité de normalisation est encore une fois reconduit. Donc ça montre que tous les acteurs ne sont pas forcément de bonne volonté dans ce dossier. Justement, donc les U20 qui ont remporté récemment, les U20 maliens qui ont remporté la CAN. Et puis, tiens, les U17 maintenant en images, qui vont disputer bientôt leur CAN des U17 justement. Et nous allons voir précisément le tableau des premiers matchs. Le 14, il y aura Angola contre l'Ouganda, groupe A, et Tanzanie contre le Nigeria. Et puis un match que suivait de près, bien sûr, notre ami Noureddine Sali, eh bien c'est pour le groupe B, Guinée-Cameroun, mais aussi Maroc-Sénégal. Vous avez un peu peur ou pas déjà? Pas peur, déjà une fierté depuis le temps qu'on attend les catégories jeunes. Parce que les Sénégalais sont forts en ce moment. Oui, non, c'est très bien la formation qui est en train de se faire du côté des Sénégal. Un petit coucou aussi à un Béninois qui a fait beaucoup de travail là-bas, c'est notre ami Jimmy. Mais je pense que aussi les Maliens qui sont vraiment une griffe dans la formation avec les Guinéens et les Nigérians. Je pense que, avant de prendre la parole, mon cher Tidjani, je pense que les pays maghrébins manquaient à l'appel depuis un certain moment dans les catégories jeunes. Je pense que le travail qui a été mis en place pendant pratiquement une dizaine d'années dans les catégories jeunes, et notamment à travers l'académie que tu connais très bien, que tu as visité, cette académie Mohamed VI du côté de Salé, a fait beaucoup de bien au football marocain et surtout à la formation. Donc, au lieu d'avoir peur, je pense que c'est une fierté de se retrouver parmi l'élite africaine. Tout à fait. Merci. Et puis, prochainement, nous parlerons des jeunes béninois. Parce qu'on ne les voit pas beaucoup dans ce type de compétition. Mais on vous posera la question pour nous répondre succinctement dans quelques instants. Dans la troisième partie de cette émission, nous parlerons de la Ligue des Champions. Et puis, pour vous, téléspectateurs, supporters du Paris Saint-Germain, nous allons revenir sur Paris Saint-Germain, Manchester.